Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons détailler le contenu du cours Pharmacologie appliquée, destiné aux étudiants de 3e année du second cycle, plus précisément les étudiants de la spécialité STAPH, de l'École supérieure des sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires. Comme énoncé dans la vidéo précédente, le cours à travers ces 3 chapitres vise à atteindre des compétences, à savoir, au niveau du chapitre 2, être capable de classer les composés bioactifs, mais aussi au niveau du chapitre 3, être capable de connaître les bases de la pharmacologie générale et de comprendre la pharmacocinétique et pharmacodynamie des molécules. En fait, c'est quoi la pharmacologie appliquée? Donc, la pharmacologie appliquée, c'est-à-dire de la pharmacodynamie appliquée à la clinique et l'étude des effets d'un médicament sur l'organisme. Elle est complémentaire de la pharmacocinétique. Un effet peut être décrit par son intensité ou le temps nécessaire à faire apparaître les effets. La finalité de la pharmacologie appliquée est de découvrir, développer, utiliser des médicaments chez l'homme avec l'objectif de traiter des situations pathologiques. Bien sûr, en tenant compte de la source de variabilité individuelle de la réponse. Par exemple, là pour bien comprendre, le même médicament n'aura pas le même effet si 2 personnes n'ont pas. Voilà mis à votre disposition la carte conceptuelle du cours. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le chapitre 1, intitulé Introduction aux aliments fonctionnels. On abordera 2 notions essentielles. Premièrement, la compréhension de ce que c'est qu'un concept d'aliment fonctionnel. Donc, c'est quoi un aliment fonctionnel ? Et enfin, quelles sont les particularités de ce concept, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut parler d'aliments fonctionnels. Alors, donc, un aliment fonctionnel, on va essayer de le définir et on va se rendre compte que ce n'est pas possible. Donc, un aliment fonctionnel n'est pas et ne peut être une entité définie ou caractérisée. En effet, une grande variété de produits alimentaires sont ou seront à l'avenir catalogués comme tels. Ces aliments contiennent ou contiendront une multitude de composants classifiés ou non, comme nutriments, reconnus capables d'influencer une grande diversité de fonctions. C'est-à-dire, pour pouvoir parler d'aliments fonctionnels, déjà, il y a un point commun entre tous les aliments fonctionnels qui existent, c'est qu'il faut qu'il y ait un composant qui va influencer une fonction de notre organisme. Bien sûr, il doit l'influencer positivement. Seulement, vu qu'il y a plusieurs types d'aliments fonctionnels, qu'il y a plusieurs catégories et tout, on ne peut pas sortir avec une seule définition. Justement, quelles sont les particularités de ce concept? Eh bien, les particularités du concept aliment fonctionnel sont d'être un produit alimentaire traditionnel et courant, il faut que ce soit disponible aux alentours et tout. On ne va pas demander par exemple à un Algérien de manger le fruit de la passion régulièrement, ce n'est pas possible. Ça devient une contrainte plus qu'un avantage. Par la suite, ce doit être consommé dans le cadre de l'alimentation normale et habituelle, d'être composé de constituants naturels, médicaments par exemple, n'est pas un aliment fonctionnel. Un aliment fonctionnel, c'est un aliment qu'on mange couramment et qui contient des produits naturels bénéfiques pour nous. D'ailleurs, pour faire le lien entre les différents chapitres, c'est le fait est que ces aliments fonctionnels contiennent des composés bioactifs. Eh bien, ces composés bioactifs vont être extraits et utilisés pour fabriquer les médicaments. Bien sûr, d'avoir des effets bénéfiques sur des fonctions cibles, d'être capable de maintenir, voire d'améliorer l'état de bien-être ou de santé, ou carrément de réduire le risque d'une maladie, donc l'échelle préventive. D'avoir des capacités d'apporter un bénéfice physiologique, d'avoir une ou des allégations justifiées scientifiquement. Ce chapitre qui durera 2 semaines. Et durant ces 2 semaines, des méthodes d'auto-évaluation seront mises à la disposition des étudiants. Je parle donc de quiz au niveau de la plateforme Moodle ou alors des exercices, des QCM, etc. Ceci permettra aux étudiants de s'auto-évaluer. L'auto-évaluation n'est clairement pas notée.
le chapitre 2 concerne les composés bioactifs naturels, c'est-à-dire les composés que je vais retrouver dans un aliment fonctionnel. Donc on va un peu plus dans le détail. Le chapitre 2 va nous permettre de classifier les composés bioactifs naturels. Nous allons dans un premier temps les classifier selon leur nature chimique et nous distinguerons alors des protéines, des lipides, des glucides et des polyphénols. Dans un second temps, nous allons les classifier selon leur origine alimentaire. Bon, il y a plusieurs origines alimentaires. Dans ce cours, on s'intéressera aux plus importantes, donc à 3 exemples précis. On parlera des céréales, des viandes, mais aussi des poissons et produits de la mer. Ce chapitre durera, lui, 3 semaines. Et comme pour le premier, des méthodes d'auto-évaluation seront mises à la disposition des étudiants. Maintenant au chapitre 3. La pharmacologie générale. Au niveau de ce chapitre, on abordera 3 notions essentielles, à savoir l'origine d'un médicament, la pharmacocinétique et la pharmacodynamie d'un médicament. Commençons par l'origine d'un médicament. Donc un médicament peut avoir plusieurs origines. Donc il peut être originaire des plantes. On citera donc l'exemple des glycosides cardiaques. Ensuite, il peut être d'origine des tissus des animaux. On peut citer l'exemple de l'héparine qui est un anticoagulant. Il peut être issu de micro-organismes, donc de cultures de bactéries ou de moisissures. Donc on citera l'exemple de la pénicilline. Il peut être issu de cellules humaines telles que l'urokinase, ou alors, pour finir, il peut être issu d'une recombinaison génétique, donc telle que la transgénèse. C'est le cas de l'insuline humaine. La pharmacocinétique. La pharmacocinétique est décrite comme étant l'action de l'organisme sur le médicament, c'est-à-dire ce que fait l'organisme, celui qui prend le médicament, au médicament. Donc le médicament, quand il rentre, il subit des actions de l'organisme. La pharmacocinétique se réfère au devenir du médicament depuis son entrée jusqu'à sa sortie de l'organisme. L'évolution en fonction du temps et son absorption, sa biodisponibilité, donc combien de temps il reste disponible dans le sang, etc., sa distribution, donc vers les différents organes, le lieu d'action, etc. Son métabolisme, donc il va être finalement donc, utilisé mais après transformé au niveau du foie généralement. Et enfin, son excrétion une fois qu'il ne sera plus utile à l'organisme. La pharmacodynamie, qui au contraire est décrite comme étant l'action cette fois-ci du médicament sur l'organisme, c'est l'étude donc des effets biochimiques, physiologiques et moléculaires des médicaments sur l'organisme. Elle concerne les liaisons de ce médicament sur son récepteur, les effets de ces liaisons et les interactions chimiques. La pharmacodynamie d'un médicament peut être modifiée par des changements physiologiques qui sont dus soit à des troubles, des maladies, donc des variations au niveau physiologique, ou alors le vieillissement corporel, vieillissement cellulaire, ou alors carrément d'autres médicaments, c'est-à-dire des interactions entre les médicaments. Quand on prend 2 médicaments en même temps, il se peut que 2 médicaments interagissent entre eux. Il existe bien sûr un lien entre la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. Donc la pharmacodynamie avec la pharmacocinétique contribue à expliquer la relation entre la dose et la réponse, c'est-à-dire l'effet d'un médicament. Donc le corps agit sur le médicament et le médicament agit sur le corps et la collaboration des deux va donner justement l'effet attendu. Ce dernier chapitre durera 4 semaines et comme pour les 2 autres chapitres, des méthodes d'auto-évaluation, quiz, QCM, etc. seront mis à la disposition des étudiants, que ce soit au niveau des plateformes ou alors en classe. Bien sûr, un contrôle continu aura lieu sous forme d'interrogation sur table au milieu du semestre et un examen final aura lieu également sur table.
Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.